Les amis, je vous jure que ce sont les meilleures frites que j'ai jamais mangées. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour des échappées belges qui vont vous donner la frite. Bon, aujourd'hui, je vous emmène passer un long week-end dans la capitale belge. Et je voulais absolument commencer ce voyage par la Grande Place de Bruxelles, sans doute le lieu le plus emblématique de la ville. Et la première chose qui m'a marqué en arrivant ici, c'est d'abord la somme de détails qu'on voit sur les façades de cette place. Vraiment, ça vous ensevelit de beauté. Et aussi tous ces visages venus du monde entier pour admirer cette place qui est considérée comme l'une des plus belles au monde. Eric Boschman. Le signe de reconnaissance, c'était les frites. C'est ça. Salut Ismaël. Une bise ici? Une bise. Ah, c'est cool ça, tradition bruxelloise. Comme ça, on épile un côté à chaque fois et demain, je t'embrasserai de l'autre côté. Ouais, parce qu'avec la barbe, là, je t'ai bien irrité. Ravi de te rencontrer, tu fais une petite frite. Une frite. Ouais, elles sont bonnes, elles sont toutes chaudes, toutes croustillantes. Et avec de la mayonnaise. C'est un régal. J'hésitais à mettre du ketchup, mais je me suis dit, il y a peut-être une tradition ici sur la sauce. Ça, c'est ta dernière erreur de la journée. Ok, très bien, chef. Hors de question. Jamais de ketchup avec les frites. Ah ouais, on sent que c'est un sujet sensible ici. Non. Mais ce que je voudrais faire, c'est que là, on est sur la plus belle place du monde. Mais je vais t'offrir un truc auquel personne n'a accès. Ah, c'est cool ça, c'est sympa. Petit cadeau de bienvenue. Là au-dessus, tu vois, ce bâtiment-là s'appelle le Roi d'Espagne. C'est le numéro 1 de la Grande Place. Tu vois les deux fenêtres? Eh ben, je vais t'emmener voir la vue de la Grande Place de là-haut. Moi, ça commence bien. Hein. Ouais. Moi, je voulais vraiment visiter Bruxelles avec toi parce que tu es quand même une figure du coin, meilleur sommelier de Belgique, animateur télé très connu. Meilleur maître d'hôtel, mais il y a longtemps. C'était il y a 30 kilos. Ok. Et t'es humoriste aussi, je comprends pourquoi maintenant. Voilà, exactement. Ouais, mais je crois que t'as surtout un amour incroyable pour cette ville. Donc Je suis pas natif. Ça fait une trentaine d'années que j'y vis. Et j'aime vraiment cette ville. Alors, je suis comme tout le monde, je râle un peu. Hein, mais il y a quand même un charme incroyable et on s'amuse bien. Surtout, on s'amuse bien. Bon, bah ça, c'est cool. Allez. C'est canon cet endroit. Ouais, mais attends, regarde, tu vois. Oh là là. Comme si c'était ta maison. Magnifique. Dans les années 60, jusqu'en 70, c'était un parking à voitures. La Grande Place? Tu pouvais parquer des bagnoles quand il y avait des photos de l'époque. J'ai l'impression d'être le roi des Belges un peu là quand même. Alors tu dois t'entraîner à... Non, il fait pas comme ça, le roi, il fait comme ça. Comme ça? Ah oui, bah oui, tu me diras. Le roi, il peut pas faire comme ça va pas. Et pourquoi est-ce que tous les parasols là sont en vert et rouge? C'est dans les couleurs de la ville. Tu vois, on voit le drapeau là-bas sur l'hôtel de ville. Ah oui, c'est vrai. Avec Saint-Michel-Archange, qui est le patron de l'hôtel de ville. Si tu regardes en haut de la tour de l'hôtel de ville, on le voit, le Saint-Michel, ils l'ont redoré, ils l'ont remonté il n'y a pas tellement longtemps. Bon, c'est trop cool, Eric. Bah, tu vois, moi, c'est exactement ça que je suis venu découvrir. La beauté, la grandeur de Bruxelles. Puis j'ai aussi envie, tu vois, de m'imprégner de l'état d'esprit des gens, parce qu'en France, je crois qu'on adore les Belges. Et j'ai la sensation qu'il y a un état d'esprit un peu décalé, un peu surréaliste, beaucoup d'humour et de simplicité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, et je pense que ce côté joyeux, en fait, qui se prend pas trop la tête, etc., c'est quand même très belge. Ouais. Ismaël Khelifa n'en revient pas. C'est le kiff. Tout ce qu'on raconte à propos de la Belgique est vrai. Comme on dit chez nous, la pression, on la subit pas, on la boit. Voilà. La montagne la plus haute en Belgique s'appelle le Signal de Botrange et elle fait 694 mètres. Ils ont construit un escalier au sommet pour qu'on atteigne les 700 mètres. Oui! Mais passer un week-end à Bruxelles, c'est avant tout partager un certain état d'esprit. Le marquis de Beaulieu est certes un gentilhomme, mais c'est surtout un facétieux, un coquin. Profitons de la légèreté et faisons-la partager. En général, on travaille avec des chefs qui sont aussi barrés que nous et qui sont ravis de nous suivre dans la nature et d'installer leur matériel. L'idée, c'était de vous emmener en Belgique. C'est une sauce à base de bière. On met de la viande et on met des frites et de la sauce. C'est dingue. Une échappée. C'est la joute sur les chasses, ça existe depuis plus de 600 ans. Et c'est vraiment la tradition qui n'existe qu'à la vie. On passe des moments ensemble et c'est
quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Inédite et surprenante. La de chevaux était également produite dans les usines de Forêt en Belgique. Donc il n'y a pas que les Français qui ont un lien avec la de chevaux. Ce qui est sympa au CUS, c'est qu'on peut venir tous les jours, il y a toujours des nouveaux trucs ou des trucs qu'on n'a pas vus la veille. Et en fait, ce qui me plaît le plus, et c'est pour ça que... Hop. Et merde. Bienvenue à Bruxelles. Alors voilà le fameux mannequin piece. Mais je comprends pas parce qu'il est habillé. Pour moi, dans mon imaginaire, il était tout nu en fait. Oui, mais là, il y a du soleil et il faudrait pas qu'il prenne un coup de soleil. Non, en fait, c'est Mannequin Peace a une série de tenues. Aujourd'hui, au Pérou, c'est la fête nationale péruvienne. Ok. Et donc, il a une tenue de péon péruvien. Et regarde tous les gens qui sont là. Tu as tous les continents qui sont représentés. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu vois, à Paris, par exemple, il y a la Tour Eiffel. Ouais. 300 et quelques mètres de haut. Et là, c'est ce petit bonhomme qui cristallise toute l'attention. C'est notre Tour Eiffel à nous. Et oui. Chacun selon ses moyens. Donc on a fait une toute petite Tour Eiffel de rien du tout. C'est un gamin qui pisse et ça marche. Mais est-ce que je me trompe si je trouve que ça raconte beaucoup des Belges? Beaucoup de cet esprit décalé, de ce second degré? Je crois en fait que tu as raison. Cette idée de voir le truc avec ironie, je trouve que c'est assez juste. Je m'attendais pas à me retrouver dans une fête foraine aujourd'hui, Eric. Je te rappelle que tu m'as demandé que je te fasse goûter la meilleure gaufre de Bruxelles. Ouais. La meilleure gaufre de Bruxelles, c'est à la foire du midi. Laisse-moi te présenter Junior de Corte. Le roi de la gaufre. C'est ça, tout à fait. Salut, enchanté Junior. Bonjour, ça va et toi? C'est quoi alors la vraie gaufre de Bruxelles? La gaufre de Bruxelles, c'est la gaufre légère, bien onctueuse, bien croquante. Il y a plein de gaufres, il y a 52 différentes gaufres en Wallonie. La gaufre de Bruxelles, tu peux l'avoir juste avec du sucre. Parce qu'on a, comment on appelle ça en français? Chez nous, on appelle ça sucre impalpable. Mais en France, vous avez sucre glace, voilà. Tu me conseilles quoi, toi, Junior, alors? La gaufre avec la chantilly, c'est quand même un classique. Ok, sucre très bien. et chantilly, les deux, comme ça. Voilà. Sucre et chantilly, bah oui, ne renonçons à rien. Exactement. Eh ben allez, on y va. Une petite je vous fais gaufre ça avec tout de sucre et suite. chantilly. Oh, regarde-moi ça, comme c'est beau, le sucre impalpable. La chantilly. Merci beaucoup. Et celle au sucre. Merci. Eric, champion. Attention. Ah, c'est pas facile de rester digne, hein? Hyper pratique. Bah mais c'est trop bon. C'est bon. Elle est extrêmement légère. Légère, c'est ça la... Sucrée mais pas trop. Alors franchement c'est délicieux là, vraiment. J'espère que les policiers vont pas m'arrêter parce qu'avec toutes ces traces blanches sur ma chemise... Non là c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas ce que t'as fait mais... Bon merci Junior. Avec plaisir. En plein cœur du quartier populaire des Marolles, le Petit Lion est un îlot de résistance. Un des derniers estaminets authentiques où se pratique encore la zouance, cet esprit blagueur typiquement bruxellois. Il y a une demi-heure au caburdouche précédent, quoi. Hein? Une demi-heure déjà? On a la même montre quand même. La zouance, c'est raconter une histoire la plus invraisemblable possible, que l'autre vous croit et qu'on finit par en rire. Elle a fait ça. Elle a pris le pain, ze pakt hem zo bij zijn twee geweest. En knok.
On a mis un coup de boule. Terrible dans la vie comme ça. Le pays a... Ah oui. La Zouance est indissociable du bruxellaire, le dialecte bruxellois, ou plutôt les dialectes. Car ici, on parle le Vlaams ou le Bulsman, selon que l'on est néerlandophone ou francophone. Les vrais bruxellois, ils sont bilingues dans les deux langues. Ça veut dire qu'on passe du flamand dans le français, parce que nous, on parle dans le français, évidemment, ou du français dans le flamand au milieu de la même phrase. En dat is hier normaal van een Brusseler van het overspringen van het Vlaams naar het Frans et de faire l'inverse comme ça du flamand au français, c'est tout à fait normal. Alors est-ce qu'on est les derniers des Mohicans? Oui, d'une certaine manière, en ce sens que il suffit de voir notre âge. La plupart des gens qui comprennent et qui parlent encore le flamand de Bruxelles, ce sont des gens du 3e ou du 4e âge. Pourtant, des humoristes continuent de faire vivre cet esprit bruxellois. C'est le cas de Zidani, qui depuis 30 ans promène son accent et ses personnages sur les scènes de la francophonie, comme Magda, une professeure de flamand bien remontée contre les francophones. Et si je dois venir encore tous les jours de ma vie pour enseigner le Nederlands aux petits francophones et évangéliser les francophones dans les Nederlands, je le ferai. Le néerlandais. Tu vas partout avec ça? En Belgique. Ces personnages, Zidani les trouve entre autres au hasard de ses balades dans le vieux Bruxelles. Comme ce photographe à l'accent bruxellaire bien trempé. C'est là qu'il vous ressemblez, là, à celle qui fait un peu l'humour sur Bruxelles. Là. Un acte d'un vrai, comme on dit à Bruxelles. Un acte bruxellaire. Ça, c'est typiquement un monsieur voilà, bruxellaire, bruxellois, avec un accent comme ça encore un peu... Voilà, il mélange un tout petit peu, il ne parle pas tout à fait bien français, avec quelques mots un peu néerlandais. Voilà, on entend une espèce de truculence, quelque chose de joyeux. Bruxelles, quelque part, c'est un peu... comme vous avez à Marseille, un accent un petit peu chantant, rabelaisien. Voilà, on aime vivre et on est généreux et on a bien parlé avec les gens, même si on ne les connaît pas. Allez, on n'a pas dit connect comme ça, tu vois. L'accent bruxellois ne serait pas aussi caricatural que celui que les Français imitent, plus ou moins adroitement. Les Français, quand ils imitent les Belges, ils font « Oh, c'est les Belges une fois ». Et parfois, il faut un peu comme ça, comme Coluche le faisait aller une fois. Mais ça, c'est un accent belge-français. Ça n'existe qu'en France. Avec des origines belges et algériennes, Zidani est à l'image de la population de la ville, où seuls 22% des habitants de Bruxelles sont nés de 2 parents belges. L'accent est donc un signe d'appartenance. Je pense qu'un accent, c'est quelque chose de régressif. C'est quelque chose qui ramène à son identité, à son enfance, à quelque chose qui nous fait plaisir. C'est comme, je sais pas, manger une sucrerie de son enfance. C'est ça qui ramène à l'identité des gens. Un accent, j'ai envie de dire, c'est pas sérieux. Et je trouve ça bien. Avec 185 nationalités recensées sur son territoire, Bruxelles est classée 2e ville la plus cosmopolite au monde, derrière Dubaï. Dans un tel océan de diversité, l'esprit bruxellois parvient malgré tout à résister, mais pour combien de temps encore ? Ça fait du bien de sortir un peu du quartier de la Grand Place. Ça change un peu, hein. D'être dans ce Bruxelles plus récent aussi, plus aéré. C'est gigantesque. Puis c'est vrai que Bruxelles, c'est aussi une capitale mondiale, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. T'as le siège de l'Union européenne qui est ici. L'OTAN. Donc c'est quand même 2 grosses institutions, ce qui fait qu'il y a énormément de fonctionnaires internationaux.
perspective avec ce bâtiment est impressionnante, je trouve. Palais de justice de Bruxelles qui symbolise Bruxelles, la Belgique. Quand on le construit, tu vois, c'est gigantesque. Ouais. C'est la plus grande étendue construite au monde après Saint-Pierre de Rome. Et puis, il faut le rénover, donc on va mettre des échafaudages. Le truc, c'est que ça fait 40 ans qu'il y a des échafaudages qu'on ne peut pas enlever. Et là, on a décidé de marquer un grand coup. Et donc, on a remis des échafaudages pour enlever les échafaudages, tout en faisant les travaux de réfection qu'on aurait dû faire au fil du temps qui n'ont pas été faits. Et on ne sait pas, donc tout le monde croise les doigts en se disant que cette fois-ci c'est la bonne et qu'un jour on verra le palais de justice sans échafaudage, parce qu'il est magnifique ce palais de justice. C'est un peu une blague belge en fait cette histoire. C'est pour ça qu'il fallait venir. Ouais, c'est important. Chez nous, on fait ce qu'on veut. Oui, monsieur. Mais c'est mieux quand t'es 25. J'allais t'en parler, ouais. Voilà, tiens, mon vieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la bière? C'est le chaînon manquant entre la bière et le vin. Ça s'appelle du lambic. Tu vois, c'est un peu suré. Il n'y a pas de sucre. Toi qui n'aimes pas le sucre. En fait, il y a des céréales, de l'eau et du vieux houblon, du houblon suranné. Et c'est tout. C'est l'origine de la bière. Ah, magnifique. Fromage blanc. Il y a un peu de tout, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Le boudin blanc. La saucisse sèche et le fromage de Bruxelles. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est trop beau tout ça. Tu m'as dit que t'avais faim? Maintenant avec tout ça. C'est mon côté Obélix. C'est mon côté Obélix. Alors qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette assiette-là? Alors typiquement bruxellois, le Kip Cap. Ça c'est de la pipe gommaise. De la pipe gommaise. Oui, on est le seul pays du monde à avoir mis une pipe en appellation. Et la pipe gommaise, c'est une petite saucisse sèche. Ça, c'est ce qu'on appelle du plattekäse, du fromage blanc. Plattekäse. Ça, c'est ce qu'on appelle attekäse, du fromage de Bruxelles. Tu vas voir, c'est extrêmement salé. C'est des fromages qui sont faits pour boire. Plattekäse et attekäse mélangés, ça donne ça. Ça, c'est du brutal. Tu manges ça et tu ne m'embrasses plus. Ça me fait moins rêver. Ça te fait pas rêver, c'est le radis que tu n'aimes pas? Ouais, c'est ça, sans doute. Et alors, comment tu fais pour ça? Un petit peu de beurre. Un peu de beurre, le fromage blanc, des petits bouts d'oignons frais, et puis quelques tranches de radis. C'est vraiment la tartine bruxelloise, en fait. C'est rafraîchissant. C'est bien comme ça, ce petit mélange-là. Ouais. T'es un habitué de ce bar, non? J'adore cet endroit. J'ai vu qu'avec les serveurs, il y a une certaine connivence. Comment tu prononces le nom? Pouchenel Kelder. Kelder, ça veut dire la cave. Kelder, ouais. Et Pouchenel, c'est la marionnette. Tu vois les marionnettes à fil? Ouais. Et la bière dans la vie des Belges, c'est une légende que ça fait vraiment partie de votre quotidien Ça fait partie de notre culture. Moi, je fais partie d'une génération qui a encore eu de la bière à l'école. Ah ouais? Et c'était de la bière de table à 0,3 d'alcool, ce qu'on considère comme sans alcool. Mais c'était en quelle année, ça? Dans les années 70. Dans les années 70? Oui. Parce qu'en France, je crois que le vin a été arrêté dans les années 50. Oui, tout à fait. C'est encore un endroit différent de tout ce que tu m'as montré là, Eric. C'est un endroit que j'adore aussi. Galerie de la Reine, Galerie du Roi, Galerie des Princes. C'est un ensemble construit au 19e siècle. Et j'adore parce qu'il y a des trucs complètement fous ici, dans un des endroits, là, au-dessus d'un bistrot. On dit que c'est là que Karl Marx aurait écrit Le Capital. Et on parle aussi des Belgicains. Ça, c'est les vieux cons comme moi qui croient que la Belgique est un seul pays. Parce qu'en fait, on est plein d'entités fédérées. Et donc, ouais, Bruxelles, la Wallonie, la Flandre et les cantons de l'Est. Voilà, exactement. C'est ça. T'as vu, j'ai révisé. Ouais, t'as bien révisé. Je suis assez fier de toi parce que tu n'as pas buté. Et donc, dans cette galerie, t'as un théâtre à l'italienne qui est magnifique, t'as un cinéma, t'as des restos, mais qui sont là depuis perpète. Taverne du Passage, c'est ouais, donc t'as une vie, on va dire, très bruxelloise, même si c'est un lieu de passage pour les gens touristes qui viennent d'ailleurs. Bon, j'imagine qu'à l'issue de cette petite galerie, tu vas encore m'amener dans un endroit secret, bruxellois. Parce que c'est un peu ce que tu fais depuis le début, hein. Une petite gâterie après la petite galerie. Tu me fais peur, là. Wow, c'est classe ici, hein.
Ça sent la bière. Hein. Donc si je comprends bien, il y a de la bière dans l'eau et on peut en même temps boire une petite bière. Pas tout à fait. En fait, ce qu'il y a dans l'eau, ce sont des céréales, de l'orge et des levures. Et à ce qui paraît, les levures ont un effet lénifiant, ça te fait une peau. Moi, le problème, c'est que j'en ai bu et ça fait gonfler. Donc, méfie-toi, sois prudent. Par contre, la bière, ça, je veux bien te la servir. Et tu as ton petit sachet de houblon. Ouais. Et alors, très fort. On le mouille et puis ça fait beau. Ok, très bien. Allez. Ah, comme on est bien là. Ah, c'est pas. Ça, c'est très beau. Tu relèves. Voilà. Tiens. Merci beaucoup. À ta santé. Ah, trop bien. Et alors, le houblon, tu vas te frotter énergiquement. Tu vas sentir, ça va dégager des arômes. Ça sent encore plus la bière. Mais l'avantage, c'est que si tu te fais arrêter, tu peux dire j'ai pas bu, je sens pas. À Lonaout, tout au nord des Flandres, la spécialité locale, ce sont les dahlias. Et aujourd'hui, des dizaines de personnes s'activent pour cueillir des centaines de milliers de ces fleurs multicolores. Car ce village a été choisi pour réaliser le tapis de fleurs qui, tous les 2 ans, orne la Grand Place de Bruxelles. Ce que vous voyez, c'est qu'une petite partie. Hein. Il y a à peu près une 25-30 groupes, une trentaine de champs comme ça, sur lesquels on a cueilli les fleurs. Il faut dire que Lonaout est connu pour organiser chaque 2e dimanche de septembre le plus grand corso fleuri de Belgique et l'un des plus gros au monde. Un défilé de chars fleuris qui nécessite pas moins de 4 millions de dahlias. Ici, depuis longtemps, c'est une passion. Ça fait 70 ans. On a démarré tout petit et maintenant on est le plus gros de Belgique. En temps ordinaire, la réalisation du tapis de fleurs de Bruxelles ne devrait pas inquiéter l'équipe flamande habituée à des réalisations beaucoup plus grandes. Mais voilà, l'opération doit avoir lieu demain et pour l'instant, il manque encore des fleurs. On attend d'autres livraisons qui viennent d'autres parcelles. Elles doivent arriver pour minuit, quelque chose comme ça. On espère parce qu'il nous faut plus de fleurs. La nuit est déjà tombée quand la précieuse cargaison prend la route. Direction Bruxelles. Et dès les premières heures du jour, une centaine de bénévoles s'attellent à la mise en place du tapis, dont le motif a été choisi et dessiné par l'artiste de street art Océane Cornille sur le thème du rhizome végétal. En fait, le rhizome végétal, c'est cette connexion entre les plantes, cette connexion souterraine qui se fait de façon non hiérarchisée et non linéaire. Donc, pour moi, c'était une belle métaphore pour parler de Bruxelles, de ses différents quartiers, de leur identité historique, linguistique, très personnelle, et montrer que toute cette diversité cohabite ensemble. Une course contre la montre s'engage. L'équipe de bénévoles a 4 heures pour achever le tapis avant l'ouverture officielle au public prévue à 13 heures. Mais plus le temps avance, plus les inquiétudes de la veille se confirment. Il paraît qu'on ne va pas avoir assez de fleurs de chaque couleur. Ça a aussi un peu à faire avec le climat. Comme vous savez, le printemps n'a pas été tellement bien. Les dahlias, on les met dans le sol en mai. Et il faut quand même quelques semaines de chaleur pour avoir assez de fleurs. Mais vu qu'on a eu tellement de pluie, ça a été un peu difficile. Mais
On va bien y arriver, on est créative, chez nous aussi. Dommage. On voudrait 600 000, mais il y a à peu près 15% moins de fleurs qu'on a espéré. Oui, mais on va arranger, ça va aller. Peut-être utiliser plus d'écorce. On va finir dans les temps. Encore 15 minutes, ça devrait être terminé. Avec beaucoup de stress, mais c'est fait. Les gens commencent à faire la queue. Donc on va nettoyer, bouger les camions. Et les gens pourront prendre un ticket pour accéder au balcon de l'hôtel de ville et avoir une vue plongeante sur le tapis. C'est presque fini, hein? Après bien des inquiétudes et un sprint final, le tapis est achevé en temps et en heure. Pendant 4 jours, 20 500 Bruxellois et touristes vont défiler sur le balcon de l'hôtel de ville pour admirer ce tapis de fleurs de 1680 mètres carrés. Le plus grand au monde qui aura nécessité 500 000 dahlias. Bonjour Muriel. Bonjour Ismaël. Ça va? Bienvenue. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Ah, il y a le soleil là à Namur, c'est magnifique. On dit toujours que le soleil, il est dans le cœur des gens ici. D'accord, et c'est vrai ou pas? Absolument. J'ai l'impression qu'ici, ça raconte quelque chose de la Wallonie. Et c'était même la capitale de la Wallonie. Absolument. Ça l'est toujours? Bien sûr, Namur est la capitale des Wallons. Et les Wallons, en fait, ce sont les gens qui parlent français en Belgique. Bon, bah allons voir si les gens ont vraiment du soleil dans le cœur. Il fallait quand même qu'on s'arrête devant l'emblème de Namur. C'est cet escargot-là. Charmant animal, l'escargot. Et pourquoi? Parce qu'on dit que les Namurois sont lents. Mais, une fois qu'ils sont dedans, c'est pour longtemps. Très bien, donc ça raconte un peu le caractère des gens d'ici. Mais est-ce que lent, c'est aussi prendre le temps de vivre? Absolument. Ah, en fait, c'est ça. Si tu as remarqué, c'est une ville quand même, on vit avec beaucoup de quiétude. C'est long, enfin, on vit au fil de l'eau finalement. Ouais, mais c'est agréable, moi, je trouve. C'est doux, je dirais que c'est pas lent, mais c'est doux. D'ailleurs, tu es un peu comme ça aussi, très douce, très posée. C'est quoi cette procession? Ce sont les échasseurs de Namur qui vont commencer des joutes, donc des combats. C'est très impressionnant. C'est génial, j'adore. Les échasseurs, tu dis? Oui, les échasseurs. La joute sur les chasses, ça existe depuis plus de 600 ans.
Et c'est vraiment la tradition qui n'existe qu'à Namur. Le but, c'est de faire tomber un maximum d'adversaires, en tout cas qu'il n'y en ait plus un seul debout. C'est le dernier debout qui va gagner son équipe. Et tu vois, comme c'est une tradition médiévale, il n'y a pas vraiment de règles. Là, ils sont à 2 contre 1, c'est complètement autorisé en fait. Si tu étais venu à Namur il y a 500 ans, tu aurais vu exactement pareil. À part peut-être les costumes, c'est comment dire, très cardio comme activité. Hein. Donc on a des jouteurs qui ont jusque 70 ans, enfin 70 ans, mais il faut quand même avoir la santé, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'on est la tradition la plus fatigante de toute la Belgique. En fait. Et ce qui est chouette, c'est vraiment qu'il y a tout âge, vraiment des jeunes et des plus âgés. Et je trouve que c'est chouette, ça. On échange, on partage, c'est incroyable. Ah, puis ça montre que c'est une tradition vivante, quoi. Ah oui, oui, oui. Allez, vélo! Bravo champion! Bravo à toi, t'es trop fort. Merci. Tu dois être éclaté là, non? Ouais. Ouais. Pas plus que les autres, mais ouais. Mais c'est pas trop dur parce qu'on voit que dans le combat là, il y a une grosse pression physique. Toi, t'es assez fin en plus. Ah oui, il y en a certains me mettent des coups, je vole, mais je joue sur mon agilité parce que je suis assez souple. Donc j'essaie d'amortir les coups et de faire avec mes points forts. Voilà. Et t'as commencé à faire ça à quel âge? J'avais 12 ans. Ah oui, donc. J'en ai 19. Ah ouais. Enfin, moi, quand j'étais jeune, à 12 ans, j'avais pas idée d'aller faire des échasses. Qu'est-ce qui vous attire dans cette tradition? Mes parents m'emmenaient tout le temps au Fête de Wallonie voir, et puis il y a eu cette attrait de se dire waouh, ça a l'air incroyable, on est entré, c'est Namur, c'est beau, c'est le folklore, c'est une tradition unique. Je me suis dit, oh, allez, let's go, on s'inscrit. Puis le fait que ça soit de tout âge, les échanges, moi je trouve que c'est incroyable. On apprend. C'est une école de la vie, moi je trouve. Bah voilà, bah c'est la vraie vie, ça. L'école de la vie. Oh, c'est cool. Bravo, hein, bravo à toi. C'est trop bien. Ismaël, maintenant que tu as vu notre tradition namuroise, je trouve que la base, ce serait de l'essayer. Ça te dit? Ouais, bah écoute, je veux bien essayer, mais c'est super. Alors, attends, il y a Muriel qui veut essayer avant moi. Ok, ça peut. Tu veux sécuriser d'accord, Muriel. Bon, bah, allez, je vais y aller pour nous deux. Je vais le faire pour toi, Muriel. Alors, les bases. Tu vas mettre un pied dans l'arceau, je vais pencher les chasses. D'accord. C'est bon? Ouais. Allez, vas-y, tire. Oh, ok. Attends. On est roulé. Oh là là. On se détend. Oula. Le principe. Je suis très détendu là. Ça va, Archisaël? Je ne sais pas à quoi répondre. Soulève bien. Voilà. Et c'est super physique. C'est parce que tu es très tendu, c'est normal? Pas du tout. Bon les gars, je vous laisse, je vais à Bruxelles. Hein. Comme ça. Voilà, on y arrive. La maison, elle est juste ici, grande. Ah, la fameuse maison. Comment elle s'appelle déjà? La villa Bala. Villa Bala. Il y a quand même beaucoup de maisons de caractère ici. Comment tu expliques cette profusion de belles demeures? En fait, toutes ces villas qu'il y a justement au bord de l'eau, en fait, on les appelle les villas Mozanne, au bord de la Meuse. Ce sont des villas qui ont été construites par des industriels, des riches propriétaires en fait de début 1900. Parce que Namur était considéré comme une station balnéaire. Et là, ce grand bâtiment, là, cette citadelle, c'est l'emblème de Namur, non? La citadelle, c'est vraiment, oui, on la voit partout. Qui est-ce qui l'a construite? Vauban. Ah bah oui. Il y avait une petite multinationale de la construction militaire mon avis, oui. à une époque. Oui. Bienvenue à la maison. Merci. On va passer au salon, à la salle à manger. Waouh, c'est grand quand même ici, hein? Et alors surtout, ce qui est incroyable dans cette maison, c'est qu'on a de la lumière du matin jusqu'au soir. Et alors, on a quand même le cours d'eau qui est juste devant nous aussi. Et ça fait toute une ambiance. Elle se dégage de bonnes ondes en tout cas. On se sent bien. Ben, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais. Les gens se sentent bien dans cette maison.
La chambre est à l'étage, c'est ça? Ouais. Je suis curieux de voir ça. Voilà la suite Bala. Waouh! Tu m'as réservé la meilleure chambre alors. Mais oui, il fallait bien quand même. Eh ben, franchement, merci. Là, on voit que c'était cette tradition de demeure bourgeoise, un peu balnéaire. Absolument. Dans la chambre, on a l'impression d'être sur un bateau. On ne voit pas le sol. C'est vrai. Donc c'est vraiment un endroit pour se poser au fil de l'eau. Et t'as une verrière là, je vois. Voilà. La verrière dans laquelle tout le monde veut entrer. Waouh! On se croirait en dehors de la ville, tu vois. C'était à la campagne tout en étant dans la ville. Magnifique. Et je trouve que ta ville vraiment dégage des ondes très positives, très douces. Enfin, c'est idéal pour venir passer un week-end. Tu poses tes affaires, tu profites de la Meuse. En fait, les gens, quand ils viennent ici, ils repartent d'ici, ils sont zen. Je comprends mieux maintenant l'emblème de l'escargot. Voilà, c'est la douceur de vivre. Non, mais c'est bien, ça y est, j'ai un panorama à 360 de la ville. Le clap est donné. 3, 2. Ce week-end-là, sur le circuit de Formule 1 de Spa-Francorchamps, 3000 cyclotouristes ont répondu à l'appel d'Adrien Jovenot, animateur vedette de la RTBF, la radio-télévision belge francophone. En 1999, il a eu l'idée de créer une randonnée appelée le Beau Vélo de Ravel. Le Beau Vélo de Ravel, c'est un peu une histoire d'amour entre une radio et ses auditeurs. On s'est dit un jour, tiens, venez pédaler avec nous en direct à la radio. On a eu quelques dizaines au début de personnes qui venaient. Et maintenant, 5, 6, 7 000 cyclistes viennent nous rejoindre tous les week-ends de l'été pour découvrir autrement la Wallonie à vélo. Ce n'est pas pour rien que le circuit de Spa est surnommé le toboggan des Ardennes. Car dès le départ, les cyclistes sont confrontés à la dure réalité. L'Ardenne belge, ce n'est pas le plat pays cher à Jacques Brel. Jacques Brel n'est jamais venu par ici, c'est pas possible. Ah, c'est le Red Dion. On se préserve pour la suite parce qu'il va y avoir beaucoup de côtes. Après cette mise en jambe sportive, l'itinéraire quitte le circuit pour emprunter les Ravels, l'équivalent wallon des voies vertes françaises. Ce réseau très dense emprunte des chemins de halage ou des voies ferrées désaffectées. C'est mon chemin habituel pour venir travailler. Génial, non? Pendant ce temps-là, à l'avant du peloton, Adrien Jovenot et son invité sont en direct sur la RTBF. Le Beau Vélo passe par Stavelot, alors on laisse aux pros la côte de la haute levée et du Stockeux et on pédale sur les pavés du centre-ville, Sarah. Oui, et si je me trompe pas, c'est ici qu'a lieu la fête du lait taré, c'est un des plus beaux carnavals de Belgique. En 26 ans d'existence, le Beau Vélo de Ravel aura permis à des milliers de cyclistes et d'auditeurs de la radio belge de découvrir chaque week-end de l'été les trésors cachés de la Wallonie. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon vol. Pour découvrir sa région sous un angle neuf, Olivier, lui, a choisi de prendre de la hauteur. En compagnie d'Arthur, plus jeune pilote de montgolfière de Wallonie, il va survoler pour la première fois son Ardenne belge. Ah ben moi je suis sous le charme. On n'a pas souvent la chance de voir nos jolis paysages vus du ciel. On est encore sur le bord de l'Ardenne ici. Ça, c'est une des plus belles régions à survoler en montgolfière parce qu'on a vraiment tout qui est vraiment vallonné. On sait vraiment aller jouer pour prendre des courants de vent dans des directions différentes en fonction du relief que nous avons. On a au moins 60 km de visibilité aujourd'hui. Après une petite heure de vol, le ballon se pose aussi doucement qu'il avait décollé. Et nous sommes arrivés ici à Olne avec un magnifique coucher de soleil. Arthur, je te remercie. Merci à toi, j'espère que ça t'a bien plu. Ah ben évidemment. Et qu'on recommencera ça bientôt. Ah ben dès qu'on le peut. Merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, bienvenue sur la place du village de Sarre. Nous allons partir à la découverte de l'Ardenne bleue.
Et nous allons voir le sommet de la Belgique par les routes à 2 chevaux, donc départ imminent. De retour sur le plancher des vaches, Olivier retrouve son activité quotidienne qui est de faire découvrir l'Ardenne belge, là aussi au ralenti grâce à sa flotte de 2 chevaux multicolores. La 2 chevaux était également produite dans les usines de Forêt en Belgique. Donc il n'y a pas que les Français qui ont un lien avec la 2 chevaux. Rouler en 2 chevaux, c'est un art de vivre. Donc c'est prendre son temps et ne pas être pressé, donc ce qui nous permet d'avoir des itinéraires bis. Il y a du jeu dans le volant, le freinage est vraiment approximatif, il faut pomper pour aller trouver les freins, donc il faut être très prudent, laisser anticiper. Pour les promenades comme ceci dans les Ardennes, c'est vraiment parfait. On a le vent, on a les sensations, les odeurs, on n'a pas chaud. Puis il y a ce petit challenge quand même de conduire un ancêtre tout en découvrant le paysage. C'est vraiment très 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 agréable. La caravane fait étape dans le parc naturel des Hautes-Fagnes. Une terre de grands espaces pouvant parfois rappeler l'Écosse ou le Canada. Tu as les tourbières là-bas. Si tu regardes, c'est un espace un petit peu plus vert là-bas. Et là, c'est un endroit où il vaut mieux pas aller, parce que c'est de la tour. Tu peux glisser, tu peux t'enfoncer dedans. Cette balade sur les routes à 2 chevaux s'achève en apothéose sur le toit de la Belgique. Alors on arrive au sommet du plateau des Hautes-Fagnes, qui est le sommet de la Belgique, qui est de 694 mètres. Et il y a une petite astuce sur place que vous allez voir. En effet, les Belges, jamais à court d'imagination, ont construit au signal de Botrange un escalier de 6 mètres de haut qui ne mène nulle part. Mais il permet au point culminant du pays d'atteindre les 700 mètres d'altitude. Oui! Tu vas voir Ismaël, là je t'emmène à un super point de vue. Je t'en dis pas plus pour le moment. Ok. Ça a intérêt à être très beau vu comment tu le vois, Marie. Hein. Attention. Je te le promets. Attention. Nous y voilà. Ah oui, quand même. Sympa, hein? Oh, c'est trop beau. Alors là, devant toi, tu as les falaises de Freyr, la Meuse et le château de Freyr. Ce rocher est complètement dingue. C'est un endroit qui est très connu ici pour toutes les activités de nature. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, tu es à moins d'1 heure de Bruxelles et tu as l'impression d'être en pleine nature. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui, dans ce magnifique décor? D'abord, on va commencer par aller grimper ces magnifiques falaises. Et puis, on part pour une randonnée Packraft. Et le Packraft, alors, c'est quoi? Parce que si j'ai bien compris, c'est des petits canoës gonflables qu'on a dans nos sacs, c'est ça? C'est ça. Ça a été créé en Alaska pour pouvoir faire de la randonnée, traverser des lacs, etc. C'est super léger, donc ça rentre dans un sac à dos. Les pagaies sont là et le système de gonflage aussi. Bah, c'est exactement, tu vois, ce que je voulais vivre avec toi, là. Cette immersion dans la nature. Ouais. Et je pensais pas qu'on irait faire tout ce programme-là, tu vois, en une seule journée. Et tu sais que c'est une de mes plus grandes craintes dans la vie, l'escalade. Hein. C'est vrai? Ouais, donc il va falloir que tu veilles sur moi. On va compter sur David, peut-être, pour ça. David, c'est le guide, ouais. C'est ça. Salut David. Salut Marie. Ça va? Ça va et toi? David, c'est ça? Salut. Ismaël, enchanté. Enchanté Ismaël. C'est toi qui vas nous amener grimper? C'est moi qui vais vous faire monter là-haut. Le sommet, il est à 90 mètres plus ou moins. 90 mètres. 90 mètres, ah oui. Et il y a beaucoup de gens qui grimpent ici, c'est un haut lieu de l'escalade? Ça fait depuis 1931 qu'on grimpe ici à Freyr. Parce que je vois que tu as le petit logo Club Alpin Belge.
Et je savais même pas qu'il y avait un club alpin, moi, en Belgique. Et d'ailleurs, je me disais, le mont le plus haut de Belgique, c'est quoi? La montagne la plus haute en Belgique s'appelle le Signal de Botrange et elle fait 694 mètres. Ok, très bien. 694 mètres. Pour l'anecdote, ils ont construit un escalier au sommet pour qu'on atteigne les 700 mètres. Ah oui, d'accord. Ça aussi, c'est bien belge, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais je vous imagine bien faire des trucs comme ça avec beaucoup de second degré. Ouais, complètement. Mais c'est vrai, ça. Il y a vraiment ce côté un peu surréaliste dans votre pays ou pas? Je serais peut-être arrogant de dire que oui, mais j'aurais tendance à avoir l'impression, à espérer qu'on l'est, en tout cas. Qu'on est un peu second degré, qu'on se prend pas toujours au sérieux. Et Bon, bah, allons-y, les amis. Hein. C'est parti. Moi le plus lent. Marie te rattrape là. Ouais. C'est que tu profites. C'est pas sa première fois non plus, hein. Ouais, voilà. Je te jure que c'est un sacré effort pour moi. Il y a un peu du challenge là, hein, les gars. My God, comme c'est Et on commence à prendre de la hauteur là. Mais malgré tout, c'est le kiff de se dépasser comme ça. Ah ouais, franchement, les gars, pourquoi? Mais regarde comme c'est beau, franchement. C'est vrai que c'est beau quand même. Quand je vois comme David monte comme un cabri. Ouais, c'est clair. Quelle machine, quoi. On l'a fait. On y est presque, Marie. C'est le kiff. Et il y a une joie folle hein, quand t'arrives en haut. Et voilà. Bien joué. Yeah. Merci, David. Ça va, David? T'as pas attrapé froid à nous attendre comme ça tout le long? Là, j'ai mis ma veste. Ouais, c'est pour ça que je te demande ça. Mais moi, je pensais pas que je serais capable de faire ça. Hein. Voilà. Les amis, merci. Hein. Et bien joué, Marie. Trop merci, cool. hein. C'est épique la vie avec vous. Génial. Hein. C'est épique. On va aller directement faire du packraft là alors? D'abord, on va manger. Hein. Après l'effort, le réconfort quand même. Là, on va manger. Ah oui, parce que toi, c'est ce que t'aimes bien faire. C'est à la fois amener les gens dans la nature, mais en même temps, bien manger, profiter de la vie. C'est ça, exactement. Oui, il y a un côté très épicurien. Donc, on aime les bonnes marches, être au cœur de la nature, mais en même temps, profiter du terroir et des produits locaux. Nos aventures sont toujours gourmandes. Et comment ça se passe alors? Tu vas dans des petits restos que tu as sélectionnés ou... Non, en général, on travaille avec des chefs qui sont aussi barrés que nous et qui sont ravis de nous suivre dans la nature et d'installer leur matériel, de cuisiner en pleine nature. Ça, c'est hyper original, je trouve. Ouais, c'est très chouette. Salut Quentin. Bonjour. Voilà le chef, on m'a promis un super chef dans la nature. Bonjour. Aussi. Je te présente Ismaël. Salut Noé. Ça sent super bon ici. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? L'idée, c'était de vous emmener en Belgique. Tout d'abord, on va commencer par le boulet liégeois. C'est pas une blague sur quelqu'un, le boulet liégeois? Non, pas... non. Il voulait faire différent de la boulette. Mais du coup, l'idée de la boulette liégeoise, du boulet liégeois, c'est une sauce à base de bière, qu'on met de la viande et on met des frites et de la sauce. Et du coup, on va le dresser dans une tortilla, donc pour le manger vraiment comme un street food dans la nature. Bon bah, on attaque tout ça? Okay. Ah ouais, ça donne faim. Bon bah moi j'adore le sport façon Marie et les sauvageonnes. Oui, bah... C'est pas trop compliqué. Ça devrait être une discipline olympique. 1 heure d'escalade, 2 heures de bière de vin. Bon appétit. C'est dingue. C'est délicieux, Quentin. C'est sucré et en même temps très moelleux et croquant.
Bon, attends, je vais goûter les frites quand même. Hein. Attention, le jugement sur la frite. Ah, j'aime bien, elles sont très croquantes, fondantes en même temps. C'est génial, merci beaucoup. Wow. Je te garantis pas que je vais aller sur le Packraft, moi. Nous y voilà. On va se mettre à l'eau ici? Ouais, c'est ici qu'on va d'abord gonfler et puis on va pouvoir se mettre à l'eau. Ok, bah allons-y alors. Hop là. Je trouve ça génial parce que t'as un petit sac de 5 kilos comme ça. Ouais. Et dedans, tu transportes c'est fou, hein? L'équivalent d'un kayak, quoi. Et pour gonfler, c'est très simple, tu visses le sac de gonfle. Ouais. Tu l'ouvres, tu captes l'air, tu refermes. T'écrases sur ton genou. Et tu le gonfles. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ou est-ce que je te laisse encore bosser un peu? Vu l'état de mon Packraft par rapport au tien, je crois que j'ai besoin d'un petit coup de main, ouais. Ta réponse est claire. Ok, j'arrive. La Belgique, c'est pas forcément regardé à l'étranger comme une destination nature, mais j'ai l'impression que tu peux faire beaucoup de choses finalement ici. Complètement. Le terrain de jeu est énorme. Donc par exemple, en termes de voies navigables, on ne se rend pas compte, mais sur un si petit territoire, tu as 400 km de voies navigables. Et là, on va jusqu'où comme ça alors? Eh bien là, on va aller jusqu'à une écluse, on va naviguer encore 6-7 km et on va repasser justement par les falaises qu'on vient d'escalader. Génial. C'est le kiff. J'adore ce moment. Ah, c'est trop beau, Marie. Merci de m'avoir amené ici. Hein. C'est une petite pépite, cette vallée de la Meuse, là. Oh là 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 là, c'est spectaculaire. Ouais. Tu préfères être en haut ou en bas? Magique. Ben, je crois que je préfère être en bas. Ah, et ouais. toi? J'aime les deux. C'est pas du tout la même sensation. Non, c'est vrai. Je trouve que tu te rends encore plus compte de l'effort qu'on a fourni parce qu'on se rend pas compte quand on est face au rocher, contre le rocher. Non, mais quand même, on peut être fiers de nous. Hein. Ouais, quand même. Franchement. Ben, moi, je te remercie beaucoup de tout ce qu'on a partagé ensemble. Les gens ont de la chance de pouvoir venir visiter tout ça avec toi ici, je trouve. Et tu le fais avec passion et légèreté. Et finalement, c'est ça le plus cool de ce week-end. C'est que je rencontre que des gens comme toi. Chaque été, à Oostduinkerke, sur la côte flamande, à 1h30 de Bruxelles, a lieu un spectacle unique au monde qui attire des centaines de vacanciers. La pêche à la crevette à cheval. Autrefois, les paysans du coin utilisaient le cheval pour leur travail dans les champs, pour donner à manger aux vaches, pour récolter les légumes dans leurs charrettes. Et pendant leur temps libre, à l'automne, ils venaient pêcher avec leurs chevaux pour arrondir les fins de mois. Pour que les chevaux puissent tirer leur filet, il faut une faible profondeur d'eau et de larges plages. Des conditions idéales que l'on retrouve partout sur ces rivages de la mer du Nord. Avant, ça se pratiquait depuis la France, jusqu'en Hollande et en Angleterre. Mais le dernier endroit au monde où ça a continué, c'est ici, à Oostduinkerke. Depuis 2013, cette pêche est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais ce matin, les crevettes ne sont pas au rendez-vous. Maigre pêche. Il y a des poissons mais pas de crevettes. L'été est trop chaud. L'eau au bord est à 17-18 et les crevettes, elles sont bien entre 4 et 10 degrés. Donc elles partent dans les eaux profondes pour chercher de la fraîcheur.
Après cette démonstration, il est de bon ton pour les vacanciers d'aller déguster des croquettes de crevettes à l'estaminet tenu par Corinne, elle-même ancienne pêcheur à cheval. Ça, c'est moi quand j'avais 15 ans, mais à ce moment-là, les femmes ne pouvaient pas faire ce métier. C'est pas un métier, c'est en fait un hobby, c'est un loisir. Mon mari le fait, mon père, mon grand-père. Moi, j'ai su que ça. L'estaminet de Corinne, c'est l'adresse à la mode. Et il vaut mieux réserver pour obtenir une table. C'est ce qu'ont fait ces vacanciers de Namur en séjour sur la côte, en compagnie de leur petite fille. Ça, les crevettes, c'est un must. Hein. Le problème, c'est quand on prend les vrais qu'il faut décortiquer soi-même, il faut un quart d'heure avant de manger une belle petite bouchée, quoi. On n'est pas des spécialistes, nous autres. Hein. Pour rentrer à l'appartement, Mamie Lucie et ses petites filles ont choisi d'emprunter le moyen de transport qui parcourt en à peine plus de 2 heures les 69 km de la côte belge via 70 arrêts. Papy a repris la voiture, l'a ramenée à la panne et nous, activité tram. Et en plus, au prix très dérisoire de 2,50 €, qu'on fasse 10 km, 50 km ou 60 km, c'est toujours 2,50 €. De Panne, à quelques hectomètres de la frontière française. Une station balnéaire qui, il y a à peine 200 ans, n'était qu'un petit village de pêcheurs jusqu'à l'arrivée ici d'un personnage qui allait beaucoup compter dans l'histoire belge. Ben, voici Léopold Ier, le premier roi des Belges, arrivé le 20 juillet en 1831. Et je m'en souviens parce que c'est le jour de mon anniversaire. Le temps d'enfiler un maillot, direction la grande plage. Même si le vent s'est levé, pas de quoi freiner la motivation des plus jeunes. Allez, hop, allez. On y va les filles. Oui. Et pas trop loin, j'ai pas mon maillot. Oh, l'eau elle est bonne. Hein. À mon âge, on n'est plus aussi téméraire qu'avant. Hein. Par contre, les petites, elles, pouf, elles y vont à fond. Hein. En règle générale, les vagues, bon, c'est pas comme dans le sud de la France où on peut faire du surf et tout ça, quoi. J'ai jamais fait de surf, hein, mais elles sont trop petites, quoi. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. À Knock-Heist, Frank Van Dienhove est connu pour avoir été au début des années 80 le premier à oser surfer sur la côte belge. En fait, pour moi, tout a commencé par la planche à voile. J'étais passionné, j'ai donné des cours de planche à voile à des milliers de gens. Et à cause de faire des voyages avec ma planche à voile, j'ai appris le surf. Alors j'ai pris la première planche de surf en Belgique, pas croyant que c'était possible de surfer en Belgique. L'Angleterre prend toute la houle de l'Atlantique et la Hollande prend toute la houle qui vient du Nord. Donc en fait, c'est possible qu'on est le plus mauvais pays dans le monde entier pour surfer, quoi. Et quand même, il y a des surfeurs. Dans les années 80, Frank crée Surfer Paradise, le premier club de surf belge, avec la bénédiction de ses amis, les Beach Boys, qui depuis reviennent régulièrement saluer leurs copains flamands. Voilà, ça c'est le concert du Beach Boys en 87, 15 000 spectateurs. J'appelle Surfers Paradise du terre sacré parce qu'ils ont fait le concert ici, c'était notre début, quoi. À l'époque, personne ne croit à la réussite de cette école. Et pourtant, 40 ans plus tard, 5000 personnes viennent chaque année apprendre à surfer sur la côte belge. Ça n'a pas marché tout de suite comme rien marche tout de suite. Tu dois faire un effort, tu dois éduquer les gens, tu dois convaincre les gens que le surf en Belgique, c'est quand même gay. J'ai 3 générations qui viennent déjà et ça me fait plaisir que génération sur génération, le surf se reproduit et ils aiment autant qu'au début, quoi. Même après avoir surfé les plus belles vagues au monde, Frank revient toujours sur sa côte flamande, là où est née une passion qui ne l'a jamais quittée.
Oui? Gérald? Ah, Ismaël. Salut. Comment ça va? Bah ça va et toi? Tu as fait bonne route? Oui, ravi de te rencontrer. Eh bien, écoute, moi aussi. C'est trop cool. Moi aussi, je trouve ça bien qu'on vienne découvrir Bruxelles. Et ta boutique surtout. Oui, merci, oui. La caverne d'Ali Baba. On essaye de faire rêver les gens avec les objets. Bon, et là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'objets complètement incroyables. On pourrait y passer une journée entière dans cette boutique. Très éclectique, j'aime toutes les époques. Il y a des créations à moi, il y a du vintage, il y a des antiquités, il y a des choses transformées que j'ai achetées, puis que je chine, et puis voilà. Et puis il y a des choses qui ne seront pas transformées. Ça, par exemple, c'est une magnifique pièce, c'est français. C'est un très beau vase d'inspiration orientaliste. Le décorateur chineur, alors? Oui, c'est ça. Je chine, je transforme, je vends. Parfois, je garde pour moi. Là, j'ai trouvé un truc, je crois que je vais le garder pour moi. Je vais te montrer. Voilà. Bon, tu vois, c'est toujours un peu le boxon quand je ramène des choses. Par exemple, ces fauteuils. C'était ce qu'on appelle des fauteuils bridge. Je les ai trouvés, ils étaient dans un bois pas très beau. Je les ai fait décaper, je les ai fait laquer en noir et on les a retapissés de cette espèce de gros grain léopard velours. Et à l'arrière, je mets toujours, comme au XVIIIe siècle, une toile à carreaux. Ce que je trouve génial dans ta boutique, c'est qu'il y a un côté petit lieu secret, connu des initiés, qui viennent te voir, qui viennent chercher ta créativité. Et toi, finalement, tu réalises leurs rêves. Oui, c'est plus une galerie qu'une boutique. C'est pour ça qu'il faut sonner pour entrer, parce que je n'ai pas tellement de choses à acheter. Mais quand on vient chez moi, c'est vraiment parce qu'on a envie d'entrer, qu'on veut voir l'univers et qu'on cherche quelque chose de spécifique. Nous sommes dans une société de consommation, on ne va pas se le cacher. Je trouve que c'est mieux d'acheter peu et bon que d'acheter beaucoup et de jeter très vite. Un siège qui est recouvert comme ça, il dure 50 ans. Le mieux, tu sais, c'est d'aller voir. On va descendre en ville. On dit ça chez nous, on va descendre en ville. On va aller à la place du jeu de balle. Et le week-end, c'est toujours très animé. Il y a plein de marchands. Tout le monde connaît tout le monde. Et on va aller chiner. Allez, je te suis. À là-bas. Je suis le spécialiste. Ce qui est sympa aux puces, c'est qu'on peut venir tous les jours. Il y a toujours des nouveaux trucs ou des trucs qu'on n'a pas vus la veille. Il y a vraiment tout. Et on a tout. C'est hallucinant. Tout. On peut tout ou rien trouver. Mais si on est vraiment chineur dans l'âme, il y a toujours des trucs. Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens Je cherche rien. Comme ça? C'est le principe du marchand, il ne cherche rien, il trouve. Donc ça j'aime bien, par exemple, c'est du verre soufflé. À mon avis, c'est un truc un peu raté. Ça ne ressemble à rien, mais j'adore le bleu. Donc il se peut qu'aujourd'hui, on ne trouve rien. Complètement, c'est très... c'est vraiment complètement aléatoire. Comme on peut rentrer avec une demi-voiture remplie. Hein. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Je sens que là-bas, tu trouverais quelque chose, moi. Petit feeling. Tu veux qu'on aille là-bas? Ouais, viens, on va voir. Ça, c'est du verre soufflé. C'est à ça qu'on voit qu'un verre a été soufflé. Parce qu'ils ont dû couper avec le ciseau à verre quand le verre est encore mou. C'est à vous, monsieur. Bonjour. Vous demandez combien pour ce petit vase? 20. 15? Ça va. Ah, on négocie un peu ici, alors? Bien sûr, toujours un petit peu négocier. Ah oui, hein. Sinon, c'est pas comique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette grande place, Gérald. C'est pas qu'elle est belle, c'est la plus belle place du monde. Ah, t'es un chauvin, toi, t'es un Français. Pour la grande place, oui. Et qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui, alors? Ça, c'est un concours des arbalétriers. Ok. C'est une tradition tout à fait bruxelloise qui date, des réminiscences au XIVe siècle, quand il y avait la guilde des arbalétriers. Francis. Gérald, comment vas-tu? Mais bien, et toi? Bonjour, monsieur. Bonjour. Enchanté. Francis, bonjour, enchanté. Ismaël. Enchanté. Bonjour, enchanté Michel. Et madame. Bonjour, Marie. Marie, Enchantée. salut Bonjour Marie, enchanté. Donc aujourd'hui, c'est jour de concours. C'est jour de grand concours. Le temps est avec nous pour l'instant. Un concours d'arbalète à 10 mètres avec des équipes qui viennent de tout le pays, dont une équipe de Dinan. Voici la capitaine. La vallée de la Meuse. Capitaine, Marie. Et toi, Marie, tu fais ça tous Oui, les bien ans? sûr, on fait ça depuis des années. Je ne saurais pas dire combien de temps, j'ai arrêté de compter. Et qu'est-ce qui te plaît en faisant ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? En fait, c'est un sport qui te demande beaucoup de concentration, beaucoup de calme. Il faut participer seul, tu te bats contre toi-même. Et en même temps, tu fais les points pour l'équipe et tu dois amener ton équipe à avoir le plus de points et à gagner.
Bon bah Marie, bonne chance. Hein. Ben, merci. Tu sens prête? Toujours. Ça va le faire? Pas de pression. Comme on dit chez nous, la pression, on la subit pas, on la boit. Voilà. C'est génial. Ah, je l'avais jamais entendu. Ah, mais chez nous, c'est notre... Bon, ben, good luck. Hein. Merci beaucoup. Alors, t'es contente de tes premiers tirs? Je râle un peu pour le 8, le dernier, parce que j'ai tiré trop vite, c'est moi. Mais les autres, oui, je suis contente. J'ai mis toutes mes flèches dans une pièce de 2 €. C'est pas mal quand même À déjà. 10 mètres, Ouais, voilà. Quand même. Tu penses que t'es bien placé pour gagner ou... Non. Non. J'ai pas assez pour gagner, C'est malheureusement. Mais j'ai fait une belle série. Je dois avoir dans les 50, mais pour gagner, il faut 56. Et je les ai pas. Je peux porter ton arbalète Bien ou pas? sûr. Et donc, hop, ça vient sur l'épaule. Voilà. Mais c'est très lourd quand même. Ça fait à peu près 12-13 kilos. Ah ouais, c'est ça. Alors, je sais pas, t'es droitier, t'es gaucher? Je suis droitier. Droitier, c'est de l'autre côté, alors. Hop. Eh, tu me sens les 12 kilos. Voilà, mais une fois qu'elle est bien mise sur l'épaule, en théorie, tu n'es plus censé sentir. Ta main, là, voilà, ici, voilà, et tu viendras te mettre ton visage, voilà. Et normalement, si l'arme, elle est bien mise, elle est censée quasiment ne plus rien peser parce qu'elle est en balance. C'est génial. Bon, allez, donnez-moi des flèches, les gars. J'ai gagné le titre. Donc, voilà, comme ça, tu vois. Et donc, pour viser, tu prends le haut de la flèche, tu viens mettre le rouge au-dessus, et le rouge, tu le mets dans le blanc de la cible. Mais c'est vrai que ça donne envie d'essayer. Hein. Mais oui, et donc, vraiment, voilà, la faire balance, la... Voilà. Wow, impressionnant. Bravo, Marie. Merci. Bien le bonjour, mesdames les amis, et bienvenue dans le domaine du Château Blanc, dans mon univers où l'on conjugue l'élégance à l'extravagance. Je vous en prie, entrez. Passer le porche du domaine du Château Blanc à Jurbise, c'est franchir les portes du temps pour se retrouver au siècle de Marie-Antoinette. Car dans un pays où l'histoire tourmentée et dont la naissance officielle n'a même pas 200 ans, Raphaël fait partie de ces Belges qui nourrissent une passion pour l'histoire de France et pour Marie-Antoinette en particulier. Cette passion pour le XVIIIe siècle me vient depuis ma plus tendre enfance. Déjà, j'étais fasciné par les films de Cap et d'Épée, et encore plus lorsque j'ai vu un film sur Marie-Antoinette, incarné par Michel Morgan, où là, j'ai vraiment voulu m'intéresser de plus près à cette période. Marie-Antoinette me touche parce qu'elle est la représentation même d'un conte de fées qui a mal tourné. Elle est l'égérie de beaucoup de passionnés du XVIIIe, car c'était non pas une reine politique, on le sait tous maintenant, mais plus une reine de la mode. Je pense que ça aurait fait l'égérie des arts. Situé à 1 heure au sud de Bruxelles, dans la province du Hainaut, cet ancien relais à carrosse s'est découvert grâce à Raphaël une nouvelle vocation artistique. Ainsi, ce jour-là, une troupe de théâtre ambulant a monté ses tréteaux dans le parc du château, comme aurait pu le faire un certain Molière 4 siècles plus tôt. Jouons la comédie, veillons à l'envie de ceux qui s'agénient, la tirière de mes pattes. Antoinette, mon linge, Philippine, les rebelles. Tout ce que la Belgique compte d'artistes capables de faire revivre la splendeur des siècles passés peuvent trouver place chez Raphaël. Ainsi, aujourd'hui, il accueille dans les anciennes écuries transformées en salles de bal les répétitions d'une troupe de danse telle qu'elle se pratiquait au XIXe siècle. Et révérence, 6, 7, chaîne anglaise.
demi-queue du chat. Quant au maître des lieux, si jusqu'ici il s'est contenté d'observer, l'heure est à présent venue pour lui d'entrer en scène. Eh bien, au revoir Raphaël, et bien le bonjour, le marquis de Beaulieu, pour vous servir. Le jeu préféré de Raphaël est d'inviter ses amis à entrer dans la peau de nobles ou de courtisanes. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que tout ce petit monde joue des scénettes champêtres dignes des jardins de Versailles. À défaut d'un cheval, j'ai bien un grand chien, hein. Une manière pour tous de fuir le réel en se réfugiant dans une époque sublimée. Mon épouse s'amuse avec pas grand-chose, hein, je vous avoue. Elle adore surtout les animaux. Elle aime se prêter au jeu de bergère. Je pense qu'elle aurait bien aimé la compagnie de Sa Majesté Marie-Antoinette. Ils sont sûrement devenus amis. Le marquis de Beaulieu est certes un gentilhomme, mais c'est surtout un facétieux, un coquin. Pour écarter un peu la réalité qui n'est pas forcément toujours très belle, eh bien, profitons de la légèreté et faisons-la partager. Et pour que l'expérience immersive dans l'univers baroque du marquis soit complète, il suffit de le suivre jusque dans les greniers du château. Mes charmants amis, donnez-vous la peine d'entrer et voici le temple des secrets d'un autre temps. Eh bien, je voulais choisir un costume, mes amis. Cela vous dit? Oui. Cette fabuleuse collection de costumes que Raphaël met à disposition des visiteurs provient en grande partie d'un cadeau fait par la production du film Le Roi danse de Gérard Corbiot. Ah, celle-ci est pas mal, regarde. Alors, j'aimerais vous montrer une pièce d'exception. Cette très belle redingote qui a été portée par Benoît Magimel lorsqu'il incarnait Louis XIV. 15 kilos sans son gilet et sans son pantalon, mes amis. Voici, très belle réalisation de l'atelier Caraco. Ainsi vêtus de pied en cap, les invités du marquis peuvent achever cette journée en apothéose par un dîner grand siècle inspiré de la gastronomie des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, comme Marie-Antoinette le disait, on ne va pas se prendre la tête, mais là, on fait un petit plongeon historique avec, dans des assiettes d'époque de 1883, eh bien, un tourne-dos à la Louis XIV. Mes amis, une bonne dégustation à vous. Bon appétit. Avec plaisir. Fort de ses années d'expérience, Raphaël aimerait aujourd'hui proposer ses connaissances à d'autres possesseurs de châteaux belges, qui, comme lui, voudraient faire revivre un passé révolu. Le mannequin piece, des bières et des frites. Bienvenue à Bruxelles. Bah, vous savez quoi, je prends les trois. Pardon, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Ah, la petite bougie mannequin piece, c'est très sympa. Celui-ci. Un petit peu bling bling, j'aime bien. Alors, je vous ai pris plein de choses. Un petit t-shirt, mon souvenir. Ça, c'est pas mal. Des petits mannequin pieces, des petites chaussettes. Puis le petit ballon, parce que vous avez un peu le seum, les Belges, vu qu'on vous bat à chaque fois, mais bon... C'est bon, ça remonte, là, vous avez perdu. L'Argentine, elle a gagné, il y a eu d'autres choses. Bon, c'est vrai, c'est bon. Ça me fait mal quand même. Non, mais je sais, c'est un mauvais souvenir de la Coupe du Monde 2018, la victoire de la France en demi-finale, et le seum des Belges, comme on a dit à l'époque. C'est pas le seum, c'est... Vous avez gagné. J'ai rien à dire. Vous êtes client, dès que vous payez, après je vous chambre. Je vais vous augmenter un peu le prix pour la blague. C'est de l'humour belge, ça. Ça, c'est de l'humour belge. Vous avez grandi ici, vous? J'ai grandi ici, ouais. Je suis né ici, et j'ai grandi ici, et je représente Bruxelles en travaillant ici. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette ville, Redouane? C'est un mélange. Il y a toutes sortes d'origines. Depuis que je suis petit, à l'école, partout. Il y a des Marocains, il y a des Albanais, il y a des Belges. Au plus on est heureux. Ah, c'est vrai qu'il y a une belle ambiance, je trouve. S'il vous plaît. Effectivement. Je vous dois combien? 50 €, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Un tout grand merci à vous. Merci beaucoup. Hein. Merci bien. Au revoir. Au revoir.
pas déjà vu? Si, je crois qu'on s'est déjà vu quelque part, monsieur. C'est Eric Boschman, c'est ça? Oui. L'humoriste, le sommelier. Ça va, mon vieux? Et toi? Ouais. Je voulais finir le week-end en faisant, tu sais, le tour de Bruxelles, parcours BD. Je trouve que c'est génial, c'est très très beau ça en plus. Hein. Ça énormément d'affection pour Rentre ton plan et Jolly Jumper. C'est vraiment mes deux préférés dans Lucky Luke. Lucky Luke, c'est un héros bruxellois, ça aussi, non? Belge, Maurice. Mais c'est ce qu'on appelle l'école de Marcinelle. Donc c'est une école de bande dessinée qui naît dans l'entre-deux-guerres au départ et puis qui va prendre son essor dans l'après-guerre. Il y a Hergé, et puis il y a tous les autres derrière qui vont arriver, Peyo avec les Schtroumpfs, Maurice, etc., qui ont produit beaucoup. À un moment, la Belgique était le centre du monde en matière de BD. Ah bah oui. Bon, aujourd'hui, avec les Japonais, la nouvelle BD française et tout ça a un peu changé. Mais il y a quand même quelques chouettes trucs. On va voir les autres fresques? Mais là, on a une jolie promenade. Hein. Ah ouais. C'est énorme, il y en a beaucoup. Et il y a de tous les styles, il y a Black et Mortimer, il y a plein de trucs qui sont toute cette école belge de bande dessinée, en fait. Trop bien. Joli. Allez. Ismaël, tu connais, ici? Je crois que je reconnais les 3 personnages au-dessus de toi, oui. Tintin, Milou, le capitaine Haddock. Exactement. J'aime beaucoup le capitaine Haddock aussi. Je trouve que Tintin, il est trop lisse, il est trop propre. Mais il faut Tintin tout lisse, tout propre, pour que tous les autres puissent exister, évidemment. Alors tu sais qu'il y a des fresques, ouais. Mais il n'y a pas que les fresques. La BD est partout. Il y a un musée de la BD qui est somptueux, rue des Sables. Et puis alors, on a rebaptisé certaines rues. Ben, ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses, regarde. Ici, Tif et Tondu. C'est 2 détectives, ils s'appellent Tif et Tondu. Il y en a un qui n'a pas de cheveux et l'autre qui est hirsute. Nous, on aurait pu faire Tif et Tondu, mais pour la barbe, tu vois. C'est pas con non plus comme idée. Pas mal, hein. C'est incroyable parce que quand tu tends l'oreille ici, ça parle toutes les langues, quoi. C'est une ville cosmopolite. De par l'activité européenne, etc., t'as tous les stagiaires de la commission, t'as les familles des fonctionnaires. Et la richesse de la ville, c'est le mélange de toutes les langues. J'étais pas encore passé dans ce quartier depuis le début. Ici, c'est les Halles Saint-Géry. Ok. Et donc, c'est le centre historique de Bruxelles. Ah, il y a une diversité quand même de quartiers dans Bruxelles, c'est extraordinaire. Hein. Oui. Si tu t'en tiens à la Grand Place, tu rates quand même quelque chose. Ah, bien sûr. Ismaël. Oui, Eric. Je crois qu'il est temps qu'on aille au sommet de l'Atomium. Très bonne idée. On va aller prendre l'apéro. Je vais te faire goûter un truc de derrière les fagots. C'est parti. Wow, c'est impressionnant quand même, Eric. Hein. Tu sais à quelle altitude on est là? Aux environs de 100 mètres, 102 mètres. Fallait venir jusqu'ici pour voir tes talents de sommelier, ce qui est quand même ton métier au départ. Hein. Fallait que ce soit comme ça, c'est un truc. Et je pense que pour terminer, la plus grande surprise, c'est que c'est belge. Alors déjà, c'est une surprise, mais c'est fait à 3 km de Bruxelles. Allez, ouais.
C'est très frais, c'est très fin. Ça ressemble pas au champagne, tu vois. C'est pas du champagne, c'est fait avec d'autres cépages. Alors que c'est sec, c'est ultra brut. Ouais. Mais il y a de la maturité. Et là, alors, si on regarde, moi, ce qui me marque, c'est que c'est quand même une capitale extrêmement verte. Hein. Ouais. J'ai entendu un jour que c'était la capitale la plus verte d'Europe. Parce que c'est une petite ville, en fait. Un peu moins d'1 million d'habitants, mais qui double sa population pratiquement tous les jours avec les gens qui viennent y travailler. Énormément d'espaces verts. Peu de HLM, quand tu regardes, c'est une ville plate. T'as pas beaucoup de trucs à 25 étages, etc. Et l'Atomium, il a été construit quand, alors? 1958, exposition universelle. On va construire ceci. Et l'Atomium, c'est un atome de fer, agrandi je ne sais pas combien de milliers de fois, de millions de fois. Ok, donc toutes ces sphères dans lesquelles on se promène, là, représentent les sphères d'un atome. Voilà. Très bien. Et c'est la forme de l'atome. Bon, tu es un puissant fond d'histoire. Hein. C'est incroyable. Et c'est ce pourquoi je voulais vraiment te remercier, c'est que tu m'as transmis ça. Et tu sais, souvent, c'est les gens qu'on rencontre qui font la qualité du voyage, c'est le guide qui fait le voyage. Et là, j'avais un super guide. Donc vraiment, je te remercie. Merci à toi. Antibes-les-Florennes, dimanche matin, 5 h. Si les habitants comptaient faire la grasse matinée, c'est raté. Une fois par an, des soldats semblant surgis d'un autre siècle sont chargés de réveiller tout le village. Car aujourd'hui, c'est le jour de la marche de Saint-Valère. À la baguette, Nicolas, adjudant de cette compagnie d'opérette, comme le fut son père avant lui. Et chaque année, le premier arrêt, c'est chez Sébastien, toujours le premier levé. Ouais, il y a un lézard. Là, c'est vraiment le moment où on va se rassembler. Donc, le réveil est vraiment fait pour que les gens du village entendent qu'il va y avoir quelque chose aujourd'hui. C'est des tripes. On appelle ça chez nous des craboyas. C'est excellent, ça. Si tout le monde en mange, il n'y a personne qui marche. Dans l'écurie d'à côté, Charles, lui, est déjà affairé à préparer ses chevaux à grand renfort de bière. C'est pour en fait que les poils se collent et que tu vois le motif après. Quand on a fini de brosser, ainsi le motif va tenir au moins jusqu'à midi. La marche a été créée en 75, donc on va marcher pour la 50e fois cette année-ci. Jusqu'au lever du jour, les tambours vont passer dans tous les quartiers de ce petit village situé dans une région appelée l'Entre-Sambre-et-Meuse, où s'est développée cette tradition qui puise ses racines dans les anciennes processions dédiées à des saints locaux. C'est une tradition très vivante qui en plus est en extension, puisqu'à certains endroits où les processions religieuses sont un peu tombées en désuétude, nous avons les processions qui renaissent justement avec ce folklore. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Je pense qu'on va démarrer d'ici 5 bonnes minutes. Et c'est ce qui va vraiment faire le départ. On va aller au monument aux morts ici maintenant. Tout le monde arrive, tous les groupes. Donc il n'y a pas que les officiers, il y a vraiment tous les soldats. Tout le monde nous rejoint ici pour le départ. Dans toutes les maisons, on finit de se préparer pour rejoindre le cortège. Comme Célia, qui n'a manqué aucune marche depuis qu'elle est née. Si, j'ai une photo de nous en 2009, si je ne me trompe pas. Donc c'est mes cousines, mes 2 cousins, mon frère et moi. C'est le week-end que j'attends de l'année, hein, vraiment. Surtout l'ambiance au village, tout le monde se connaît, donc on est invités comme si on faisait partie de leur famille et vraiment super bien accueillis dans toutes les maisons. Ernest non plus n'en a manqué aucune, et pour cause, il était déjà là lors de la première édition en 1974. Aujourd'hui, pour moi, c'est ma 50e, donc depuis le début je marche. Surtout que la naissance de la marche a eu lieu à la maison, chez mes parents. Donc voilà, je tapais chaud, quoi. Chaud au queue. Bien parti. 9 h, le cortège est au complet, les festivités peuvent démarrer. Première étape, le monument aux morts pour honorer les vieux grognards de la marche, comme Ernest. Nous allons commencer par les médailles de la ville. Et 3 médailles spéciales cette année pour 50 participations à la Saint-Valère, Gideon, Ernest, Hubert, André et son égo Eric.
Merci. Félicitations. Merci. Le déroulement de ces marches folkloriques est très codifié et ne prête le flanc à aucune initiative personnelle. Par exemple, les costumes qui sont inspirés des 1er et 2e empires français sont placés dans un ordre immuable. Dans l'ordre devant, à cheval, c'est la cavalerie d'élite en gendarme. Ensuite, c'est suivi de sapeurs 2e empire. Ensuite, des gendarmes 1er empire pied. Une batterie de tambours habillés en costume 2e empire. Des grenadiers 2e empire. Et puis derrière, des soirs. Dans ces marches, les filles tiennent encore des places subalternes. Célia est ainsi cantonnée au rôle de cantinière, distribuant des petits verres d'alcool aux marcheurs. C'est surtout en coulisses que les femmes sont présentes, en veillant à ce que les costumes soient impeccables, comme pour les enfants de Nicolas, appelés un jour à lui succéder à la tête de la compagnie. J'ai habillé mes enfants et maintenant j'habille mes petits-enfants. Voilà. Ah, C'est qui tes petits-enfants? C'est toi. Et Gaspard. Lucien, il marche déjà depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et l'année prochaine, il marchera comme Gaspard et son papa en adjudant. J'adore de voir les plumes, les costumes, la fanfare. Ouais. Et de voir mes enfants marcher, c'est aussi une fierté. Moi, j'aimerais bien être tambour. Moi, j'adore. On passe des moments ensemble et c'est quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Il est temps pour Gaspard et Lucien de rejoindre leur papa à l'église pour honorer Saint-Valère. Un prêtre de la région qui, au XIIe siècle, a été tué par un coup de rame à la tête, asséné par un confrère à qui il reprochait sa mauvaise conduite. La relique, conservée depuis, est un petit morceau de son crâne qui sera porté en procession pendant tout l'après-midi. S'il n'y a pas ce côté procession religieuse, il n'y a pas de marche, quoi. Ça deviendrait vite un carnaval et c'est pas l'objectif, quoi. 130 marches comme celle-ci se déroulent de mai à octobre dans cette région de l'Entre-Sambre-et-Meuse. 15 d'entre elles ont même été classées au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et bien voilà les amis, c'est évidemment ici sur la Grand Place que se termine ce long week-end à Bruxelles et dans ses environs. Et il y a une ambiance extrêmement cool, très détendue, très chaleureuse, à l'image finalement de tout ce que j'ai traversé pendant ce voyage. J'ai surtout été touché par l'esprit bruxellois. Vous savez, cet état d'esprit fait à la fois d'irrévérence, de second degré, de décalage aussi parfois, et qui permet aux gens d'ici de regarder la vie avec beaucoup d'humour. J'ai eu la sensation d'être dépaysé, même si finalement je n'ai passé qu'une frontière, fait quelques centaines de kilomètres, et rencontré des gens qui nous ressemblent et qui parlent la même langue que nous. Si les rues de Bruxelles vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je voudrais remercier 4 personnes. Noémie, journaliste, Géraud, ingénieur du son et droniste. Mais aussi Sébastien, chef opérateur, et Loris, le réalisateur de cette émission. Eux aussi ont parfois parcouru 90 mètres d'escalade, pagayé sur la Meuse et surtout mangé des kilos de frites pour vous permettre de vivre ces aventures avec moi. Et sans eux, rien ne serait possible. Allez les amis, maintenant il est temps de partir. Je vous donne donc rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!